des régions d'Europe, représentée ici par sa présidente Michèle Saban, qui s'exprimera dans quelques instants, et également représentée par monsieur Jean-Pierre Diouville, la Chambre des régions du Congrès du Conseil de l'Europe. Nous sommes ravis d'accueillir de si éminentes personnalités que je ne saluerai pas individuellement, cela prendrait trop de temps. Vous permettrez néanmoins de saluer tout particulièrement et à titre exceptionnel la présence de monsieur le ministre du tout nouveau gouvernement qui est derrière moi, le tout nouveau gouvernement tunisien, enfin tout nouveau, il a déjà quelques anciennetés. Monsieur Garbi, monsieur le ministre, merci pour votre présence. Monsieur Garbi a bien voulu accepter d'être l'un des panélistes, et donc nous lui passerons volontiers la parole dans quelques instants dans le cadre de l'atelier auquel il a bien voulu participer. Nous allons passer un peu de temps sur le thème de la régionalisation et démocratie. Je voudrais vous dire que la région Alsace, le conseil régional, est vraiment ravi de pouvoir accueillir cette thématique dans ses locaux. Je m'adresse tout particulièrement à celles et ceux qui ne sont pas de nationalité française pour leur dire que, leur rappeler que la régionalisation dans ce pays qui est le nôtre, la France, est une construction plutôt récente dans les institutions de la République. Elle date d'à peu près 30 ans. Et à n'en pas douter, cette régionalisation a abouti à des progrès certains pour la démocratie de notre pays. Il va de soi que, mais on parlera plus longtemps tout à l'heure, que lorsque ce n'est plus un État qui décide, un État central qui décide, et qu'il y a de la place pour une régionalisation, la représentation populaire locale de proximité est naturellement aux manettes, comme on dit chez nous, avec une prise de conscience plus importante du rôle que peut jouer chacun au sein de la démocratie, et rien que cela, naturellement, mérite que l'on s'y attarde. L'Alsace, la région Alsace particulièrement, a joué son rôle, comme toute autre région de l'Hexagone français, et a même tenté, a même essayé, à l'une ou l'autre reprise, d'être un peu moteur, si je puis m'exprimer ainsi, sous la houlette de certains présidents antérieurs. Et c'est le cas avec des tentatives plutôt réussies, sous forme d'expérimentation régionale, de développer des compétences nouvelles, avec par exemple la régionalisation du ferroviaire régional, donc du train express régional, avec la volonté dans notre pays d'être autorité de gestion des fonds européens, au moins au titre du FEDER, ce qui n'est pas le cas pour les autres régions de France, et là aussi avec plutôt, on va le dire comme ça, plutôt de bons résultats. Une étape supérieure est en cours, dont vous m'excuserez de vous dire juste 2 ou 3 mots. Je ne serai pas plus long que cela. La région Alsace, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, est une petite région qui a un conseil régional, mais qui est aussi composé de 2 départements. Chaque département étant administré par une collectivité territoriale qui s'appelle le Conseil général. Eh bien, l'idée actuelle est de faire en sorte que ces 3 collectivités territoriales, le Conseil régional et les 2 conseils généraux, fusionnent pour ne donner qu'une seule entité, avec non seulement l'addition des compétences des 3 collectivités, mais même, pourquoi pas, quelques compétences nouvelles transmises avec son accord, bien sûr,
et nous l'espérons avec ces moyens financiers, par l'État, par le niveau central. Dans la mise en œuvre de ce Conseil d'Alsace, à titre expérimental, et dont on s'occupe actuellement, aujourd'hui, depuis maintenant plus d'une année, avec une évolution que tout le monde s'accorde à reconnaître comme étant actuellement plutôt positive, dans cette mise en œuvre, des engagements démocratiques supplémentaires pourraient être pris par les différents élus, par les différents concitoyens, par la population, à travers par exemple un mode de scrutin, instaurant encore plus d'ouverture vers une prise en compte d'une régionalisation démocratique. C'est l'addition d'un scrutin majoritaire et d'un scrutin proportionnel, selon des modalités restantes à déterminer. Ce serait aussi une plus grande proximité sur le terrain à l'intérieur du niveau régional, à travers des conseils de territoire qui pourraient être, pourquoi pas, c'est une réflexion qui a cours à l'heure actuelle. Les territoires pourraient être des bassins, on va dire comme ça, des bassins d'emploi, des bassins d'activité, sous des formes restantes à imaginer, et notamment, enfin, par des institutions nouvelles qui garantiraient précisément la plus grande prise en compte des attentes d'un haut niveau de démocratie, on va dire comme ça, haute qualité démocratique de nos concitoyens. Voici les raisons pour lesquelles la région est ravie de pouvoir aujourd'hui accueillir ce débat, et sans plus attendre, je vais donc passer la parole en vous réitérant mes remerciements pour votre présence aux deux co-organisateurs, et en premier lieu Michèle Savant, présidente de l'Association des régions d'Europe. Merci Monsieur le Président, cher André, merci de nous accueillir dans cet hémicycle. Alors, je ne sais pas si je vous ai déjà accueilli dans l'hémicycle de la région Île-de-France, mais nous, il n'est pas en forme de cercle, il est plutôt en agora. Mais bon, chacun a son hémicycle, et vous dire combien nous sommes heureux de nous retrouver ici à Strasbourg. Et je voudrais, au nom des membres de l'Assemblée des régions d'Europe, que vous transmettiez nos amitiés au président Richer, qui, une fois de plus, nous accueille dans cette belle région alsacienne. Et je remercie tout particulièrement les représentants politiques et associatifs venus d'Europe et au-delà, qui ont eu la gentillesse de bien vouloir s'exprimer lors des deux panels qui animeront cette conférence. Remercier M. Louville, qui, au nom du Congrès du Conseil de l'Europe, co-organise avec nous cette réunion, lui dire combien nos deux assemblées sont de plus en plus proches, parce que nous portons ensemble les mêmes sujets, les mêmes inquiétudes, et nous allons partager, je pense, les mêmes propositions dans quelques temps. Alors, mesdames et messieurs, organiser un forum mondial de la démocratie, l'idée, bien entendu, n'est pas dénuée de bon sens, loin s'en faut. Elle est même apparue à nos yeux comme une nécessité au regard de la situation si particulière que nous traversons actuellement et qui, aux grandes dames de nos populations les plus fragiles, semble s'éterniser. Elle n'est pas dénuée de bon sens essentiellement en cette période de trouble, bien entendu, et essentiellement ici, en Europe, où les peuples subissent de plein fouet les répercussions de la crise économique, mais ont bien souvent le sentiment d'être tenus à l'écart des décisions qui les concernent. Mais avant de parler d'Europe, je voudrais saluer la Tunisie. Saluer la Tunisie qui, dans un formidable mouvement, une formidable révolution, appelée la révolution des jasmins, certes, mais qui aujourd'hui est un peuple qui attend beaucoup aussi de l'Europe. Et nous sommes là également avec eux pour travailler ensemble
à ce beau mouvement, cette volonté de démocratie, cette envie d'aller plus loin. Donc leur dire combien je suis fière et heureuse de les recevoir ici, et combien je suis attentive aussi, non seulement à leurs attentes, mais surtout aux projets que nous formulerons ensemble. Bien sûr, ce sentiment est important, mais comment en effet blâmer les milliers de Grecs et d'Espagnols qui ne trouvent que les pavés de la rue pour faire écho à leur cri de colère? Comment blâmer l'incompréhension qui est la leur lorsque leurs revendications pour une sortie de crise juste et équitable ne franchissent pas le mur des policiers qui les séparent de leur gouvernement? Alors face à nous, de l'autre côté de la mer, les peuples arabes s'initient à la liberté d'expression, apprennent parfois difficilement les rudiments de la démocratie et s'y exercent avec brio, cherchant les meilleurs fondements pour des États libres et durables. Tandis que nous, démocratie pluricentenaire, devons réapprendre à faire œuvre de démocratie en faisant redescendre la parole vers le peuple. Ainsi en va-t-il de la démocratie que son apprentissage n'est jamais parfaitement achevé et peut même parfois régresser. Car au-delà du simple vote, que nombre de dictatures ont su tant dévoyer pour se donner l'apparence de la démocratie se décline en deux multiples formes pour mieux subsister. À l'image du dieu Proté de la mythologie grecque, elle appelle ainsi à la vigilance des citoyens face au cancer de la corruption, qui, telle l'ombre et la lumière, ne peut pas coexister avec la démocratie. Elle appelle également à ce que les lois, émanations de la volonté générale, soient appliquées et donnent une réalité concrète à cette volonté. Alors, mesdames et messieurs, elle en appelle enfin à un certain niveau d'engagement des citoyens, car elle est bien moins le pouvoir du peuple que le pouvoir du peuple qui s'exprime. Ainsi en va-t-il de la démocratie qu'elle implique intrinsèquement une participation des citoyens aux décisions. C'est, à titre d'exemple, que ce saut que le président Jacques Chirac a voulu marquer la charte de l'environnement de 2004, en y consacrant en son article 7 le droit de participation des citoyens aux décisions ayant une incidence sur l'environnement. Le Conseil d'État, dans son arrêt commune d'Annecy de 2008, interprète cette disposition comme conférant une nouvelle compétence au champ législatif. Or, il existe une conception plus intime de la démocratie, qui veut que plus la participation des citoyens se fait à leur propre échelle, et plus la démocratie gagne en clarté. N'était-ce d'ailleurs pas là l'esprit originel de la démocratie grecque antique, un lieu de prise de décision où tous les citoyens de la cité pouvaient se réunir et aborder toute question ayant trait à la vie collective. En ce temps, pas de débat sur la légitimité des uns et des autres, à parler d'un quelconque sujet, ni d'opposition sur la justesse de tel ou tel mode de représentation. En dépit des limites strictes imposées à la définition de la citoyenneté, la démocratie s'incarne entièrement et fait vivre le concept d'un gouvernement par le peuple et pour le peuple. Depuis, l'adversité et la concurrence qui régissent ce monde, ont poussé les cités à dépasser leur échelle, à s'unir pour créer de nouvelles entités, bien entendu, les États. Ces derniers ont pu répondre aux besoins premiers d'un monde en phase d'organisation, en apportant sécurité et prospérité aux territoires et en fédérant les peuples ainsi unis sous la bannière du concept de la nation. Malgré tout, l'idée première de la démocratie antique n'a pas pu échapper à de profondes modifications pour s'adapter à cette nouvelle donne. Et si la démocratie a gagné en poids pour être apparue aujourd'hui comme le régime politique le plus juste, elle s'est également éloignée de sa matière élémentaire que sont les citoyens. Ainsi, les mouvements de décentralisation qui ont vu le jour depuis une trentaine d'années en France, et plus généralement la permanence d'un ou plusieurs échelons d'administration locale, nous permettent désormais de pallier les carences en démocratie. Le retour au local, sur un plan politique, n'opère pas une dilution du pouvoir, mais renforce la légitimité de ceux qui agissent au plus près des citoyens. C'est ce fameux principe de subsidiarité que nous défendons au sein de l'Assemblée des régions d'Europe
plus qu'un principe. C'est d'ailleurs un mot qui recouvre une réalité concrète, celle d'un échelon de décision qui s'est tiré profit, d'une part, de sa proximité avec les citoyens, et d'autre part, de sa relation privilégiée avec l'État pour recréer un lien démocratique fort. Nous ne pouvons pas parler de l'apport démocratique des régions sans évoquer toutes ces entités qui, si elles ne constituent pas la résidence d'une politique à proprement parler, ouvrent des fenêtres d'expression d'un genre différent mais non moins nécessaire. Je veux en effet évoquer devant vous le rôle majeur que constituent par exemple les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, ou encore les tissus associatifs qui se sont avérés si utiles à nos concitoyens au fil de leur collaboration avec les régions. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui, selon moi, est le véritable cœur de la démocratie, une démocratie de proximité, plus que de principe, une démocratie d'être humain, plus que de concept, une démocratie qui gagne et gagnera toujours à se tenir au plus près de nos concitoyens. Avec ces dernières paroles, je tiens à vous remercier de votre attention. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Tout d'abord, je voudrais remercier bien évidemment la région Alsace et son président pour avoir organisé cette conférence dans son siège, ainsi que l'Assemblée des régions d'Europe et sa présidente Michèle Savant, qui est partenaire de cette initiative avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. En tant qu'Assemblée des élus locaux et régionaux des 47 pays membres du Conseil de l'Europe, le Congrès que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, et je vous adresse les salutations de son président Yves Philippe-Mauve, est une véritable voix européenne des villes et régions. La mission principale du Congrès est de faire avancer la démocratie territoriale sur notre continent et de veiller à la santé de l'autonomie locale et régionale tout en défendant les droits et les intérêts des collectivités ainsi que d'améliorer la qualité de la gouvernance au niveau le plus proche des citoyens. C'est dans cet esprit de démocratie de proximité que le Congrès cherche à faire approcher de nos concitoyens les institutions de la gouvernance, les autorités publiques à travers la dévolution du pouvoir et le transfert de compétences au niveau local et régional. Pour nous, cette décentralisation du pouvoir est une question clé pour la création d'un nouveau modèle de gouvernance, celui de la démocratie participative, basée sur la participation constante des citoyens